Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous remercie de continuer à suivre avec moi cette deuxième et dernière partie du cours, le langage SysML pour l'étude des systèmes. Donc, le plan de cette deuxième partie est comme suit. Donc, tout d'abord, nous allons voir 3 diagrammes structurels, puis nous allons voir 2 diagrammes comportementaux. Nous avons déjà vu dans la première partie le diagramme d'exigence. Maintenant, dans ce qui suit, nous allons voir les 3 diagrammes structurels, à savoir le diagramme de définition de bloc, le diagramme de bloc interne, puis le diagramme paramétrique. Donc, le diagramme de définition de bloc va nous permettre de prendre connaissance de la structure interne du système. Donc, j'ai noté ici entre parenthèses qui contiennent quoi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire ici, nous allons définir, pour le diagramme de définition de bloc, nous allons définir l'ensemble des constituants d'un système. Ça veut dire de quoi il est constitué le système. Donc maintenant, bien évidemment, le système est composé de composantes principales. Et ces mêmes composantes principales sont elles-mêmes composées de sous-composantes. D'accord? Donc par exemple, ici, nous avons un système voiture. Ok, le système voiture, il est composé de composantes principales qui sont le moteur, la roue et la porte. Ok, donc maintenant si je prends la roue elle-même, elle est composée par exemple de jantes. Si je prends par exemple la portière, la porte elle-même, elle est composée de poignées. Donc on voit très bien que les composants principales eux-mêmes peuvent être constitués d'autres composants. Ok, donc ensuite, j'ai noté que le diagramme de définition de bloc peut représenter un composant matériel ou logiciel. Même, il peut représenter non seulement un composant matériel ou logiciel, mais même des composants humains. Nous allons humains et non humains. Nous allons voir dans ce qui suit, dans les exercices de cette partie, qu'un bloc peut représenter un humain, peut représenter des composants non humains, en plus des composants matériels. Ok? Donc ensuite, je passe maintenant à la représentation. Donc, comme on voit ici sur le schéma, comme on le voit, donc tout bloc est constitué de plusieurs compartiments, d'accord? Le premier compartiment, il est obligatoire, donc il contient le stéréotype bloc suivi du nom du bloc, ok? Ensuite, nous avons des compartiments, plusieurs compartiments. Autres compartiments, c'est les contraintes. Par exemple, ici, nous avons les opérations part. Dans cette partie, dans le diagramme de définition des blocs, on va se contenter juste du premier compartiment qui est obligatoire, suivi du deuxième compartiment qui est le values. Ok? Donc, je passe maintenant aux relations utilisées dans le diagramme de définition de blocs. Nous avons principalement 4 relations. Nous allons commencer par les 2 relations composition et agrégation. Donc, tout d'abord, je vais essayer d'expliquer l'exemple. Ensuite, je vais passer à l'explication des 2 relations. Donc, tout d'abord, nous avons par exemple le système voiture. Donc, nous avons ici le bloc principal qui est voiture. Ce dernier est constitué d'une roue et d'un conteneur. Donc, le conteneur, c'est genre un porte-bagages qu'on met derrière la voiture pour mettre nos bagages, un surplus de bagages, d'accord? Donc ici, nous voyons que ces composants sont représentés par des blocs. Donc tout bloc est constitué de 2 compartiments, d'accord? Le premier compartiment, le premier compartiment, il est constitué, pardon, du stéréotype bloc, d'accord? Suivi du nom du bloc. Ensuite, le deuxième compartiment est constitué de valeurs. Donc là, nous avons par exemple le bloc voiture, donc il a comme valeur le kilométrage et l'immatriculation. Le bloc roue, il a comme valeur diamètre et pression. Et le bloc conteneur, il a comme valeur le poids. D'accord? Donc bien sûr, je l'ai expliqué tout à l'heure, le bloc value, on peut trouver des diagrammes de définition de blocs sans le bloc values. Cependant, le premier compartiment est obligatoire. Ok? Maintenant, je vais expliquer un petit peu. Donc maintenant, nous avons ici la voiture. La voiture, pour qu'elle marche, il est obligatoire qu'elle ait des roues. D'accord? Si la voiture ne contient pas des roues, elle ne peut pas assurer sa fonction. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici une relation de composition. Ça veut dire que le bloc conteneur a nécessairement besoin du bloc contenu pour assurer la fonction. Ça veut dire que ce bloc conteneur, il a besoin du bloc roue qui est le bloc contenu pour assurer la fonction, pour marcher. D'accord?
C'est pour ça que j'ai mis une relation de composition. Maintenant, l'agrégation. En ce qui concerne l'agrégation, si j'enlève le bloc conteneur à la voiture, ma voiture va toujours continuer à marcher. Donc, le bloc conteneur n'a pas forcément besoin du bloc contenu pour assurer la fonction. Ça veut dire ce bloc n'a pas besoin de ce bloc pour assurer la fonction. C'est pour ça que j'ai mis une relation d'agrégation. Donc la relation de composition, c'est avec losange plein et celle-ci avec losange non plein. Ok? Maintenant, je passe à autre chose. Une chose plus importante. Là, si vous remarquez, ici, j'ai mis deux relations de composition et j'ai mis deux roues arrière et deux roues avant. D'accord? Donc pourquoi j'ai mis ça? C'est parce qu'en réalité, les deux roues avant et les deux roues arrière ne sont pas identiques. Par exemple, je prends l'exemple d'un tracteur. Par exemple, le tracteur, il a les premières roues, elles sont petites. D'accord? C'est des roues petites. Ça veut dire, les deux roues avant, elles ont le même diamètre et la même pression, mais elles ne sont pas identiques aux deux roues arrière qui sont plus grandes. D'accord? Donc, quand on a, par exemple ici, si j'ai mis une seule relation de composition avec 4, la cardinalité 4, au lieu de 4, ça veut dire que toutes les roues sont identiques au niveau du diamètre et pression. Maintenant, si je considère que les roues d'avant et les roues arrière ne sont pas identiques, donc je suis obligée de séparer. Ok? Donc, maintenant, je passe à une troisième relation qui est l'association. Donc tout d'abord, je vais expliquer quelque chose. Donc les deux relations composition et agrégation, c'est des relations de contenance. Ça veut dire quand j'utilise ces deux relations, je peux utiliser le terme contient. Quand je dis par exemple une voiture contient des roues, une voiture contient un conteneur. Après, selon le contexte, donc là, soit si le composant est obligatoire, donc on va utiliser une composition. S'il n'est pas obligatoire, on va utiliser l'agrégation. Donc j'ai une relation de contenance. Maintenant, avec l'association, la relation devient plus une relation de contenance. Ça va changer selon le contexte. D'accord? Notre lien va dépendre du contexte. Maintenant, je l'ai expliqué dans la première diapo du diagramme de définition de bloc, qu'un bloc peut représenter un acteur matériel, logiciel, humain ou non humain. Par exemple, ici, le bloc personne, c'est un acteur humain. Le bloc voiture, c'est un acteur matériel. Le bloc roue, c'est un acteur non humain. D'accord? Maintenant, une personne, je ne peux pas dire une personne contient un véhicule ou bien un véhicule contient une personne. Donc là, la relation doit changer. Donc c'est pour ça, c'est plus une relation de contenance. Par exemple, un véhicule contient route. Donc je ne peux pas utiliser ce terme. Donc là, je vais utiliser l'association et je vais adopter le lien selon le contexte. D'accord? Par exemple, ici, je vais dire une personne est propriétaire d'un véhicule. Donc le lien, c'est propriétaire. Un véhicule est possédé par une personne. Ok? Par exemple, ici, qu'est-ce que j'ai? Le véhicule roule dans une route. Une route contient des véhicules. D'accord? Donc là, quand le lien n'est pas le lien n'est pas une contenance, donc je vais utiliser l'association et je vais ajuster le lien selon le contexte, mon contexte. D'accord? Là, j'ai ici le bloc, voilà, donc je vais expliquer un petit peu l'exemple. Là, j'ai le bloc personne, le bloc véhicule avec les paramètres, par exemple, le paramètre de la personne, le nom, le prénom. J'ai ajouté quelque chose de nouveau, c'est le type du paramètre. D'accord? Donc, je vous conseille de mettre le type du paramètre. On doit mettre le type du paramètre. Dans le premier exemple, j'ai pas mis le type du paramètre, mais le type du paramètre est très important. Le nom, le type, c'est de type string. La personne, c'est de type string. Par exemple, maintenant, le kilométrage, c'est un réel. L'immatriculation, c'est un réel. On peut même mettre une chaîne de caractères, un string. D'accord? Si on prend en considération les tirets qu'il y a dans l'immatriculation. Par exemple, ici, la roue, elle a comme paramètre le nom, qui est aussi un string. D'accord? Maintenant, je passe à ces valeurs. Ces petites valeurs qui sont la cardinalité. C'est très important, la cardinalité. Maintenant, la cardinalité est constituée de deux champs. Donc, nous avons le premier champ qui est le min et le deuxième champ qui est le max. D'accord?
Là, nous avons le min et le max. Ensuite, je passe à ces deux-là, d'accord? Toute cardinalité a deux champs. Elle a un champ min et un champ max. Donc là, je vais me poser la question. La personne possède au minimum combien de véhicules? Donc au minimum, elle possède 0 véhicule. Et au maximum, elle peut posséder 3, 5, etc. Donc là, c'est n. Quand la cardinalité dépasse 1, on va mettre une étoile. D'accord? Quand la personne peut posséder plus qu'une voiture, donc on va mettre une étoile. Donc n voitures, c'est équivalent à étoile. D'accord? Donc là, donc de ce côté maintenant, le véhicule peut être possédé au minimum par une seule personne et au maximum par une seule personne. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai mis un seul 1. C'est-à-dire que j'aurai dans les deux côtés, dans le min et le max, un 1. Donc c'est pour ça que j'ai mis que le 1. Quand la valeur elle est identique dans les deux parties, on va garder une seule valeur. Ok? Maintenant je passe ici. Donc je travaille à l'instant T. Par exemple, maintenant, un véhicule, il peut marcher, il peut rouler dans une seule route. C'est pour ça que j'ai mis 1. Maintenant, une route à l'instant T, elle peut contenir soit 0 véhicule, soit il n'y a pas de véhicule dans le min, soit plusieurs véhicules, c'est étoile. D'accord? La dernière relation est la relation de généralisation. Donc cette relation va nous permettre de factoriser des propriétés communes à plusieurs blocs dans un seul bloc généralisé. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple ici. Donc là, j'ai un bloc avion, un bloc voiture et un bloc bateau. Donc chacun de ces blocs, ils ont des values communs. Donc vous voyez par exemple les valeurs de avion qui sont kilométrage et immatriculation, c'est les mêmes valeurs qu'il y a dans la voiture et qu'il y a dans le bateau. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un bloc général qui est moyen de transport. On a repris les valeurs communes, donc ces valeurs communes, pour éviter la répétition, on les a repris ici. On a supprimé ces valeurs des blocs avion, voiture et bateau et on a mis une relation de généralisation. Ça veut dire, ce qu'il y a ici et ici, c'est équivalent. Ok? C'est juste pour éviter la répétition. On pouvait soit le représenter comme ça, soit comme ça. Ok? Donc, à partir de là, ce bloc général, il va factoriser des propriétés communes à ces trois blocs. Ok? Donc, le deuxième diagramme structurel que nous allons voir est le diagramme de bloc interne. Ok? Dans le diagramme de définition de bloc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a représenté les différents composants du système. Nous avons défini et représenté les différents composants du système sous forme de blocs. Maintenant, ce qui reste à faire dans ce diagramme est de définir la nature. Déjà, les liens, les échanges qu'il y a, définir les échanges qu'il y a entre les différents composants et la nature de données qui partent d'un composant à l'autre, qui s'échangent d'un composant à l'autre. Ok? Donc, maintenant, la donnée, elle peut être de plusieurs natures. Elle peut être soit du flux. Du flux, ça veut dire un composant va donner de la matière à un autre composant, ou bien il va lui transférer de l'énergie, ou bien une information. Ça, on parle de flux. D'accord? Donc, quand deux composants s'échangent un flux, donc je dois mettre le port de flux. La nature de la deuxième donnée, elle peut être soit de type résultat d'opération ou bien une consigne, un ordre. Là, on va utiliser, quand la donnée à échanger est de ce type, soit un résultat d'opération, soit une consigne, là, on va utiliser un port standard. Bien sûr, donc tout port, tous deux ports sont reliés via un connecteur. Donc voilà comment on va le représenter. Ok? Donc là, c'est un petit peu flou, mais on va bien comprendre ça dans le projet exercice que je vais proposer. Ok?
Donc, afin de bien comprendre le diagramme de bloc interne, donc j'ai préféré donner un petit exercice de la bouilloire électrique. Donc, tout d'abord, je commence par donner les constituants. Donc, c'est des constituants principaux, c'est pas l'ensemble des constituants. Donc, j'ai ici, je dispose d'un bouton poussoir pour allumer, pour mettre en marche et éteindre la bouilloire électrique, pour la mettre la mettre en marche, d'accord, et l'éteindre. Donc j'ai un système de contrôle. Le système de contrôle, c'est lui qui donne l'ordre de faire fonctionner ou faire arrêter automatiquement la bouilloire électrique. Nous avons une interface de puissance. Une interface de puissance. Donc c'est une interface de puissance, c'est le secteur électrique. Donc c'est pour passer de l'électricité à la bouilloire électrique. Ensuite, nous avons un pot, donc constitué d'un capteur de température qui va vérifier la température et une résistance qui va chauffer l'eau. D'accord? Tout d'abord, il nous demande de tracer le diagramme des définitions des blocs. Ensuite, on doit tracer le diagramme des blocs internes. Ok? Donc, en ce qui concerne le diagramme de définition de blocs, donc ici nous avons la bouilloire électrique, donc le bloc principal, c'est le bloc système. Donc, elle est constituée d'un bouton. Donc le bouton il est obligatoire, donc c'est une composition, on utilise une composition. Donc elle est constituée d'un système de contrôle. Donc un système de contrôle il est aussi obligatoire, donc une composition. Elle est constituée d'une interface de puissance. Donc l'interface de puissance est aussi un composant principal, donc c'est une composition. Et d'un pot. Aussi c'est un composant principal. Le pot lui-même est constitué d'un capteur de température et d'une résistance. Ok? Donc c'est clair. Pour ça, c'est très simple. Donc je passe directement à la deuxième question. Donc afin de construire notre diagramme de bloc interne, nous devons tout d'abord reprendre l'ensemble des constituants de la bouilloire électrique. Donc tout d'abord, nous avons la bouilloire électrique qui est représentée par le grand cadran. D'accord? Ensuite, à l'intérieur, nous disposons d'un bouton. Donc on va le mettre ici. Ensuite, nous disposons d'un système de contrôle, pardon. On va le disposer ici. Ensuite, une interface de puissance ici. Ensuite, on dispose d'un pot. Et à l'intérieur du pot, il y a un capteur de température et il y a une résistance. Donc, ok? Donc, chaque constituant, chaque bloc, regardez comment je l'ai représenté. Donc, 2 points le long du bloc. 2 points le long du bloc, etc. Ensuite, maintenant, on va passer au transfert du flux. Transfert du flux ou d'ordre, etc. Donc tout d'abord, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il veut chauffer de l'eau, il va appliquer une pression sur le bouton poussoir. Donc l'utilisateur va appliquer une pression. Donc la pression, c'est une énergie. Donc vu que c'est une énergie, j'aurai un cadran ici, l'énergie qui va l'appliquer, que l'utilisateur va appliquer, et l'énergie qui va être appliquée sur le bouton poussoir. D'accord? Et je vais les relier par un lien. Donc ça, c'est une énergie. C'est pour ça que j'ai mis un carré avec une flèche. Ensuite, le bouton poussoir, il va donner l'ordre au système de contrôle pour commencer de fonctionner. D'accord? Il va lui donner, il va lui transférer un ordre. Il va lui donner comment ça travailler. Donc c'est le on. Donc c'est un ordre. Donc vu que c'est un ordre, donc je vais mettre un carré, c'est le bouton poussoir qui va donner un ordre. Donc l'entrée, la sortie c'est un ordre et l'entrée c'est un ordre. D'accord? C'est pour ça que j'ai mis 2 carrés sans flèche. Donc c'est une consigne. Donc il va donner une consigne au système de contrôle. Système de contrôle, lui aussi, il va donner une consigne à l'interface de puissance pour commencer à chauffer l'eau. D'accord? À passer de l'énergie électrique à par défaut chauffer l'eau. Donc voilà, donc c'est une consigne de chauffer. Donc c'est une consigne, ça veut dire l'entrée. La sortie c'est une consigne et l'entrée c'est une consigne. Donc j'aurai un carré sans flèche. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? L'interface de puissance, il va laisser passer l'énergie électrique. Donc l'énergie électrique, elle va passer. Donc c'est une énergie, je dis bien l'énergie électrique. Donc j'aurai un carré avec une flèche. Donc l'énergie, je l'aurai de l'extérieur et elle va atteindre l'interface de puissance. Ensuite, l'interface de puissance va la transformer en une énergie utilisable par la boîte électrique. Ok? Donc, et il va
l'envoyer, donc la sortie, on a une énergie utilisable par la voie électrique qui va être transférée à la résistance. D'accord? C'est toujours une énergie. Donc la résistance, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va changer cette énergie électrique en une énergie thermique, de la chaleur. Donc d'accord? Donc on a une énergie électrique, elle va commencer à chauffer en une énergie thermique, donc une chaleur qui va être, donc la chaleur, elle va être en entrée du capteur de température. D'accord? Donc le capteur de température, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mesurer cette chaleur et il va envoyer une information, donc il va donner la température de l'eau, il va l'envoyer sous forme d'information, il va dire on est à 35 degrés, à 36 degrés. Ça, c'est une information qui va envoyer au système de contrôle. Le système de contrôle, bon, vu que c'est une information, donc ça va rester toujours des flèches. Là, j'ai une énergie. Là, une énergie électrique qui s'est transformée en énergie chaleur, en énergie thermique qui va être transférée au capteur. Puis, nous avons une température. La sortie, c'est une température. Et en entrée, c'est une température au système de contrôle. Le système de contrôle, une fois qu'il atteint la température voulue, par exemple, l'utilisateur veut bouillir l'eau à 60 degrés, une fois que le capteur de puissance lui envoie la température de 60, ça veut dire l'eau, il a atteint la température de 60, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner l'ordre au bouton poussoir de se remettre en position off. D'accord? Donc c'est un ordre, donc ça va être un carré sans flèche. Donc j'espère que j'ai été assez claire dans cet exercice. S'il y a des questions, bien sûr, vous me laissez des messages. Donc, c'est la diapo 11. Donc, vous pouvez me laisser des messages, je peux répondre. D'accord? Donc, voilà. Je vais me passer maintenant au dernier diagramme structurel qui est le diagramme paramétrique. Donc, tout d'abord, je voudrais noter que tout système donné est constitué d'un ensemble d'équations mathématiques. D'accord? Donc, il est régi d'un ensemble d'équations mathématiques. Par exemple, nous avons un système mécanique, il a forcément ses équations mathématiques. Un système informatique, il a forcément des équations informatiques. Un système aussi euh, électrique, il a automatiquement des équations mathématiques. D'accord? Tout système a ses propres équations mathématiques. Donc, le but de ce diagramme de paramétrique est d'établir un modèle mathématique qui va modéliser tout le système ou juste une partie du système à partir du diagramme de définition de blocs. Maintenant, le diagramme de définition de blocs, quand il s'agit d'équations, il va être représenté d'une autre manière. D'accord? Donc, tout d'abord, nous aurons besoin de 3 compartiments cette fois-ci. Donc, le premier compartiment, il va, euh, il va comporter le stéréotype, cette fois-ci contrainte, plus le nom de la règle mathématique. Ensuite, la contrainte. Nous avons le mot-clé contrainte. Et là, on va définir notre règle, notre équation mathématique. Puis, nous passons à notre troisième compartiment qui est les parameters. Et là, on doit définir nos paramètres ainsi que l'unité des paramètres. D'accord? Donc ça, c'est des mots-clés, hein, ils doivent apparaître. D'accord? Donc tout d'abord, nous avons le nom mot-clé contrainte, suivi du nom du contrainte. Ensuite, nous avons le mot-clé contrainte, suivi de la règle, puis le mot-clé parameters, suivi des paramètres et les unités des paramètres. OK? Donc, afin de bien comprendre le diagramme paramétrique, je préfère donner un exercice. Donc, ici, nous avons un ensemble d'équations relatives aux dynamiques du véhicule. Donc là, j'ai 3 équations. Donc, j'ai l'équation de la force qui est égale à la somme des forces droite et gauche. Donc, bien sûr, j'ai les paramètres ici. Je vous ai donné les 2 paramètres avec l'unité. Ensuite, nous avons aussi la force qui est égale à la masse fois l'accélération. Donc, nous avons ici les paramètres et les unités. Et nous avons la vitesse qui est l'intégrale de l'accélération par rapport au temps. Nous avons aussi ici les paramètres. Donc maintenant, si je veux tracer le diagramme de définition de bloc. Donc nous avons ici le bloc véhicule. Bon, c'est un composant, c'est pas une équation. C'est pour ça que j'ai mis le mot-clé bloc suivi du nom du bloc. Donc toujours ici, nous avons des relations de contenance. C'est des relations de contenance parce que les équations, c'est bon, le dynamique du véhicule
est contenu, la voiture contient, pardon, le dynamique du véhicule. Et la même chose, ces trois équations sont contenues dans le dynamique du véhicule. C'est pour ça que j'ai mis ici une relation, cette relation, d'accord, de contenance. Ok? Donc maintenant, pour les autres équations, par exemple, là, nous avons l'équation du dynamique du véhicule. Donc, on a cet ensemble d'équations. Donc, bien sûr, je vais commencer avec le mot-clé contrainte suivi du bloc. Ensuite, pour les règles. Pour les règles, comment je vais les représenter? Ils ont l'ensemble des règles, ils ont le premier compartiment, donc avec le mot-clé contrainte suivi du nom de la règle. Par exemple, ici, pour la première, nous avons ici la résultante. Donc, cette règle, je l'ai nommée résultante. Cette règle, je l'ai nommée la PFD, donc principe fondamental de dynamique. Et la troisième règle, je l'ai notée accélération. Donc ensuite, vous passez au deuxième compartiment qui est contrainte. D'accord? On doit mettre nos lois. Donc nous avons ici la première loi, voilà. Pardon, voilà. La deuxième loi, M fois A. La troisième loi. Donc il faut les mettre entre accolades. OK? Ensuite, on passe maintenant aux paramètres. Donc, chaque loi, j'ai spécifié ses paramètres et les unités. Par exemple, pour la première loi, ici, donc j'ai F droite, force gauche, et la force globale, donc c'est en newton. Pour la deuxième loi, j'ai la force, j'ai la masse en kilogrammes, et j'ai l'accélération mètres par seconde au carré. D'accord? Donc, même chose pour la troisième loi. Donc, j'ai la vitesse et j'ai l'accélération. D'accord? Donc, je crois que j'ai été assez claire de la manière de représenter le diagramme de définition des blocs quand on a des, des équations. D'accord? Donc, je passe maintenant au traçage de notre diagramme paramétrique. Donc, la méthodologie est pareille pour le diagramme qu'on a vu de bloc interne. Donc, je vais reprendre mes trois blocs, d'accord? Donc, j'ai le premier bloc, c'est la résultante ici. Le deuxième bloc, c'est la PFD. Et le troisième bloc, c'est l'accélération. Donc, je reprends les blocs avec le nom des blocs. Et en même temps, je dois mettre entre accolades les lois. D'accord? Ok? Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, je dois passer au calcul, d'accord? À mettre mes ports. Bon, là, si vous avez fait attention aux ports, donc c'est des ports comme ceux qu'on a utilisés dans le diagramme paramétrique, diagramme des blocs internes, mais sans flèche. Parce que pourquoi? C'est des résultats de calcul. Donc, j'ai dit que les résultats de calcul, ça porte pas de flèche. Donc, les consignes et les résultats de calcul, ça prend pas de flèche. Donc là, vous pouvez me dire que quoi les deux premières, par exemple la force gauche et la force droite, c'est des informations, c'est pas des résultats de calcul. Mais moi, je suppose que dans mon cas, je suppose que c'est des résultats de calcul que j'ai obtenus euh, d'autres unités, d'accord, d'autres composants. Ok? Donc voilà, donc ici, pour calculer la résistance, donc j'ai besoin d'une force gauche et la force droite. Donc à partir de là, je peux calculer la force globale. D'accord? En entrée, j'ai la force gauche en newton et la force droite. D'accord? Donc ensuite, je calcule la force globale en newton et je la mets en entrée de la PFD. Ok? Pour calcul. Donc à partir de là, j'ai la masse. J'ai besoin de la masse. Donc je vais supposer que c'est pas une information. C'est une donnée, c'est un résultat de calcul. Elle est déjà calculée quelque part. D'accord? Donc voilà la masse. Donc à partir, si j'ai la force globale, j'ai la masse, je peux avoir l'accélération. Donc je vais calculer l'accélération. Donc c'est un résultat de calcul qui va être en entrée. Ce résultat de calcul va être en entrée de bloc d'accélération. Donc après, on va calculer la vitesse et on doit la mettre en sortie. Donc c'est des résultats de calcul. D'accord? Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Je passe maintenant au diagramme
comportementaux. Donc, tout d'abord, je vais commencer avec le diagramme des cas d'utilisation. Ensuite, je vais faire le diagramme d'état, d'accord? Donc, le diagramme des cas d'utilisation va nous permettre d'exprimer, d'accord, les services, ce qu'on appelle les use cases, les services que peut nous offrir notre système sans rentrer dans les détails, d'accord? Par exemple, nous avons un distributeur de billets, il peut nous donner plusieurs services. Donc, le diagramme des cas d'utilisation va nous exprimer l'ensemble des services que peut nous offrir le système sans rentrer dans les détails. Par exemple, il va nous offrir un service de retirer de l'argent. Ça, c'est un service, ça, c'est un use case. Donc, retirer de l'argent, comme j'ai noté ici. Ça, c'est un service. Donc, mais à aucun moment, le diagramme des cas d'utilisateur nous montre comment le système fait pour nous retirer de l'argent. Donc, il va juste nous donner les services sans rentrer dans les détails. Comment il fait pour exécuter ces services. D'accord? On ne doit pas avoir les détails. Maintenant, comment on va représenter? Donc, tout d'abord, on va représenter un système par un cadre délimitant. D'accord? Un cadre comme ça. À l'intérieur des cadres, nous allons mettre des use cases. D'accord? Ces use cases seront représentés dans un cercle ovale. D'accord? Ensuite, et bien sûr, ils seront reliés entre eux par des relations qu'on va voir dans la diapo suivante. Ok? Maintenant, à gauche, on va placer tous les acteurs humains. Et à droite, on va placer tous les acteurs non humains. Ok? D'accord? Donc, tout d'abord, je vais commencer à expliquer comment relier déjà les acteurs humains et non humains avec les use cases. D'accord? Donc, ici, nous avons nos use cases. Je vais redire. Donc là, j'ai retiré de l'argent, effectué un virement, vérifier le solde, consulter le compte, consulter via Internet et s'authentifier. Donc maintenant, je vais relier le client. Le client, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut retirer de l'argent, il peut effectuer un virement et il peut consulter le compte. D'accord? Maintenant, à quel use case on doit lier l'argent? Donc, retirer de l'argent et effectuer un virement. Donc, consulter le compte, on ne peut pas relier l'argent à consulter le compte. D'accord? Donc là, on va utiliser de l'argent. L'acteur argent il va y avoir l'acteur argent quand on retire de l'argent ou bien quand on effectue un virement. D'accord? Donc maintenant, je vais passer aux relations. La première relation, c'est l'inclusion, l'include. Donc, qu'est-ce qu'il est noté? Le cas de base contient obligatoirement celui placé à l'extrémité de la flèche. Par exemple ici. Donc, ici sont identifiés. Voilà le cas de base. Retirer de l'argent. Je ne peux pas retirer de l'argent si je ne vais pas passer par le stade d'identification. D'accord? Je ne peux pas retirer de l'argent si je peux pas aller au distributeur sans m'identifier, je retire de l'argent. Donc ça, le cas de base contient obligatoirement celui qui est à l'extrémité de la flèche. Même chose, effectuer un virement. Il faut m'authentifier d'abord, ensuite j'effectue un virement. Donc là, c'est une relation include. Ça veut dire ce cas, il est obligatoire pour effectuer ça. Et là aussi, consulter le compte, mon compte, je dois d'abord m'authentifier pour que je puisse consulter mon compte. D'accord? Ça, ces use cases ont besoin obligatoirement de passer par ce use case, ce cas de use case. D'accord? Maintenant, l'extension. Le cas de base contient optionnellement celui placé à l'origine de la flèche. Par exemple, là, vérifier le solde. Est-ce que je suis obligé d'effectuer, à chaque fois que j'effectue un virement, je vérifie le solde? C'est pas une obligation. Je peux effectuer un virement, ensuite je vérifie le solde, mais si je le fais pas, c'est pas une obligation. Ça veut dire, là, le cas de base contient optionnellement celui placé à l'origine de la flèche. D'accord? Juste le sens. Là, le sens, le cas de base vers le cas non de base, mais là, c'est le cas qui n'est pas de base vers le cas de base. D'accord? Il faut surtout faire attention. Maintenant, le point d'extension. Donc ici, il est possible de préciser exactement quel moment de l'extension est appelé. Donc là j'ai mis un point d'extension. Ça veut dire vérifier le solde après avoir fait le virement. Ça veut dire, je dois vérifier ce solde. Je ne peux pas vérifier le solde avant d'effectuer le virement. Je dois d'abord effectuer le virement, puis je vérifie le solde. Donc c'est à quel moment je fais
ce use case. À quel moment je vais vérifier le solde? Il faut d'abord que j'introduis, puis je vais effectuer le solde. Donc là, le point d'extension, il va préciser à quel moment l'extension va être appelée. Dans notre cas, il faut d'abord effectuer le virement. Après, je vérifie le solde. OK? Donc ensuite, on a ici l'extension, le condition d'extension. La condition d'extension, il est possible d'ajouter une condition sur laquelle l'extension doit se produire. Donc là, la condition d'extension, c'est une condition qui va rendre cette extension obligatoire. Genre par exemple ici, j'ai dit, si je fais un versement de 10 euros par exemple, je ne suis pas obligé de vérifier le solde. Mais maintenant, ça devient obligatoire si je fais un versement de plus que 20 euros. Là, cette extension va devenir obligatoire. D'accord? Donc là, cette extension n'est pas obligatoire tant que le montant viré, le virement que j'effectue ne dépasse pas 20%, et je peux appeler cette extension une fois que le virement est effectué, mais cette extension devient obligatoire une fois que mon virement est supérieur à 20 euros. D'accord? Ensuite, ici, j'ai la généralisation, spécialisation ou généralisation, et définit la spécialisation d'un cas d'utilisation. Par exemple, là, consulter le compte. Donc ça, c'est une spécialité, consulter le compte depuis Internet. D'accord? Ça, c'est une spécialité de ça. OK? Par exemple, genre, je dis étudiant, étudiant fille, étudiant garçon, étudiant fille et étudiant garçon, c'est une spécialité de l'étudiant. D'accord? Maintenant, une autre question va se poser. Par exemple, ici, le client, il n'est pas relié à consulter le compte à distance depuis Internet. Il n'est pas lié. Mais vu que ça, c'est une spécialité de ça, et déjà le client, il est lié par ça, il est automatiquement lié à ça. Donc, sans qu'on le relie. D'accord? Donc, on va finir maintenant par le dernier diagramme comportemental qui est le diagramme d'état. Donc, tout d'abord, il faut comprendre que tout système a un ensemble d'états. Donc, par exemple, la bouilloire électrique, elle a trois états. Donc, elle a l'état où elle est en attente, l'état repos où elle est en attente de fonctionnement. Ensuite, elle a l'état de fonctionnement où elle travaille, elle chauffe l'eau. Ensuite, on a un autre état qui est l'état de fin du chauffage, d'accord? Arrêt. D'accord? Donc ici, on a trois états. Donc le diagramme d'états, qu'est-ce qu'il va nous permettre? Qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Il va nous permettre de représenter tous les états que comprend un système. Et ainsi, on va représenter les transitions qui vont mener à passer d'un état à un autre. OK? Donc un état, on le représente par un rectangle comme ça, avec le nom de l'état. Après, donc, dans l'exercice que je vais faire juste maintenant, vous allez voir comment la représentation exacte de l'état, d'accord? Et l'état, elle est toujours suivie ou elle est toujours suivie ou précédée, pardon, soit elle est suivie, soit elle est précédée par l'un des symboles. Par exemple, si notre état, c'est l'état initial, ça veut dire au début. Donc, elle est précédée par une boule qui spécifie l'état initial, la grande boule, et une petite boule qui spécifie l'état intermédiaire. Donc là, on a l'entrée, la sortie et l'état. D'accord? Donc ensuite, si on est dans un état, notre état c'est un état intermédiaire, donc on aura deux petites boules. Et si notre état est l'état final, donc l'entrée c'est une petite boule, et la sortie c'est la grande boule doublée. D'accord? Maintenant, un état peut être actif, donc comme je l'ai mentionné ici, donc il peut être actif ou inactif. Donc tout d'abord, il comprend une entrée, je viens de l'expliquer, et une sortie. Et il peut être actif ou inactif. Donc, par exemple, si je suis dans l'état initial, ça veut dire que cet état, il est actif et les deux états ici sont inactifs.
Si je suis dans l'état intermédiaire, cet état, et il est actif, et là, ils sont inactifs, etc. Donc maintenant, pour relier entre les boules et les états, on doit utiliser euh, cette relation, d'accord? Représentée par la flèche. Ok? Donc, pour bien comprendre les deux diagrammes comportementaux que nous venons de faire, donc je vais terminer ce cours par un exercice. Donc, toujours dans l'exercice de la boueur électrique. Donc, le but de la première question est bien sûr de définir le diagramme des cas d'utilisation. Donc, je vais lire les énoncés. On va essayer de faire ensemble l'exercice au fur et à mesure. Donc, voilà, soit les cas d'utilisation, les acteurs et les relations d'association. Donc, nous avons les cas d'utilisation. Donc, bouillir l'eau automatiquement, que j'ai mis ici. Donc, je vais tout d'abord mettre un cadran. Donc, et je vais mettre à l'intérieur les cas d'utilisation. Bouillir l'eau euh, automatiquement. Ensuite, arrêter automatiquement le chauffage. Arrêter automatiquement le chauffage. Et le dernier cas, c'est arrêter manuellement le chauffage. D'accord? Ensuite, j'ai les acteurs. Donc, les acteurs, j'ai l'utilisateur, l'eau et les secteurs électriques. Pour le moment, les acteurs humains, c'est l'utilisateur. Et les acteurs non humains, nous avons l'eau et les secteurs électriques que j'ai mis par là. Maintenant, je vais effectuer les relations d'abord entre les cas d'utilisation et les acteurs. Donc, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut bouillir. Quels sont les cas d'utilisation qu'il va faire lui-même? Donc, il va bouillir l'eau automatiquement et il va arrêter le chauffage, manuellement le chauffage, d'accord? L'arrêt automatique, il va se faire tout seul. Il va pas participer, l'utilisateur ne va pas participer à l'arrêt manuel. Donc, il va participer à le cas d'utilisation bouillir l'eau automatiquement et arrêter manuellement le chauffage. Maintenant, pour bouillir l'eau automatiquement, donc nous avons besoin du secteur électrique et nous avons besoin bien sûr de l'eau. D'accord? Donc voilà. Maintenant, les relations d'association, donc les relations entre les cas d'utilisation. Donc, bouillir l'eau automatiquement implique arrêt automatique du chauffage. Donc, c'est obligatoire. Quand j'allume une bouilloire électrique, je me mets en tête que la bouilloire électrique, quand ça va atteindre la température que je veux, elle va s'arrêter automatiquement. Donc, je vais mettre include. D'accord? Le cas de base contient obligatoirement celui qui est à l'extrémité de la flèche. D'accord? Donc, je vais mettre include. Donc ensuite, bouillir l'eau manuellement de manière automatique peut ne pas inclure automatiquement l'arrêt manuel du chauffage. Donc l'arrêt manuel du chauffage, c'est selon l'utilisateur. Par exemple, je veux me faire du café, après il y a quelqu'un qui est venu, bon, je décide de ne plus faire du café, je vais arrêter manuellement le chauffage. Donc à ce moment, ça, c'est pas obligatoire. Donc je vais mettre extend, c'est pas obligatoire. D'accord? Donc le cas de base contient obligatoirement celui qui est optionnellement celui qui est à l'origine de la flèche. Ok? Donc la deuxième partie ici de l'exercice 4 consiste à définir le diagramme d'état. Donc ici je vous ai donné un petit peu l'exercice, comment il se présente. Donc j'ai noté la bouilloire électrique contient principalement trois états. Donc nous avons principalement trois états, d'accord? Donc le premier état c'est l'attente d'appui sur on. Donc vous avez l'état, vous allez le représenter par un rectangle. Donc vous allez mettre attente d'appui sur on et vous allez diviser l'état en deux compartiments. Donc le premier compartiment va comporter le nom, donc attente d'appui sur on. Et le deuxième compartiment va comporter le mot-clé do, slash. Donc, et vous allez mettre ici, j'ai mis instruction chauffer à 0. Donc, vous allez mettre chauffer est égal à 0. Pour la deuxième instruction, même chose. Donc, on va mettre un rectangle, on va le diviser en deux compartiments. Donc, le premier compartiment, on va faire le nom de l'état, chauffer et mesurer température. D'accord? Et le deuxième, je vais mettre le mot-clé do, slash, chauffer est égal à 1 et température est égal mesure temp. D'accord? Vous allez les écrire ici. Ensuite, le troisième état, c'est arrêt chauffage et relâchement. Donc, c'est le nom de l'état. Et pour les instructions, vous allez mettre do, slash, chauffer est égal à 0.
et relâcher est égal à 1. Donc chauffer est égal à 0, relâcher est égal à 1. Ici, c'est pas un 0, c'est un 1. Je me suis trompée. Donc ensuite, on va relier les états. Donc tout d'abord, ça c'est l'état initial. Donc on a dit qu'il doit être précédé par une grande boule et une petite boule. Ensuite, état intermédiaire, petite boule normalement ici, petite boule ici. Donc je vais en parler sur ça. Ensuite, finale, donc petite boule et grande boule double, une grande boule pardon, double. D'accord? Maintenant, une petite boule peut être remplacée par une condition si. D'accord? Toute petite boule, tout état intermédiaire peut être remplacé par une condition si. Ici, on l'a remplacé remplacé dans la mesure du possible, selon les cas, bien sûr. Je ne vais pas mettre ici une condition si. Donc là, c'est l'exercice nous oblige à mettre la condition si. D'accord? On va voir ensemble. Donc tout d'abord, on est dans l'état initial. Donc ensuite, une fois on est égal à 1, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la bouilloire électrique va commencer à chauffer. D'accord? Donc, si notre température est égale à 100, donc si on a atteint les 100 degrés, donc on arrête. Si on n'atteint pas les 100 degrés, on va rester dans l'étape de chauffage. Si la température elle est inférieure à 100, donc on va toujours rester dans l'étape de chauffer. Ok? Voilà. Je viens donc d'achever ce cours de 6ML. Je vous remercie de votre attention. Je serai bien évidemment contente de répondre à vos questions. À très bientôt. Au revoir.